échange mensuel. On va commencer tout d'abord par la présentation d'un design d'un jardin-forêt par Annick Berbesson, qui a mis en place donc, un jardin-forêt au Cellier, à 6 km à l'est de Nantes. Puis après, on aura bonheur pour discuter en plusieurs cercles de discussion au cours d'un forum ouvert. Et après, nous pourrons aborder un peu quelques références bibliographiques pour découvrir ou approfondir des sujets liés à la permaculture. Bien sûr, profiter d'un petit apéro. Donc, pour commencer, je laisse la parole à Annick Berbesson, formatrice, designer en permaculture. Pourquoi un design? Donc, en premier dans la permaculture, on commence toujours par avoir un premier filtre qui est 3 éthiques. C'est prendre soin de la terre, prendre soin des gens, des humains et du reste aussi, du vivant. Et ensuite, une fois qu'on a fait une production, c'est partager les surplus de façon équitable. Donc ça c'est une base. Et le deuxième filtre, c'est 12 principes. Voilà. Donc les deux principes que Joris a fait des polycopes, donc vous pourrez avoir le détail. C'est observer et interagir, collecter et stocker l'énergie, obtenir une récolte ou une production, appliquer l'autorégulation et accepter la boucle rétroactive, utiliser et valoriser les ressources et les services renouvelables, ne pas produire de déchets, partir des structures d'ensemble pour arriver au détail, intégrer plutôt que séparer, utiliser des solutions à petite échelle et avec patience, utiliser et valoriser la diversité, utiliser les interfaces et valoriser les éléments en bordure. Ensuite, utiliser le changement et y réagir de manière créative. C'est souvent ce qu'on appelle la résilience. Donc, le principe de la permaculture, c'est vraiment de mimer le paysage et la nature. Pourquoi? Parce qu'en fait, la nature, elle est toujours là. Nous, on a une petite expérience de son évolution et elle, ça fait un petit moment qu'elle est là. Donc ça veut dire que si quelque chose de climatique, par exemple, se présente sur votre zone d'habitat, si vous avez une zone 5 à observer, vous allez voir comment la zone 5 va réagir à ce qui se passe. Voilà, donc c'est en quoi elle est prof. Et on peut aussi s'inspirer de la manière dont elle a réagi à des agressions ou des changements. Par exemple, on n'a pas forcément fait énormément d'analyse de sol. On a beaucoup suivi les plantes bioindicatrices par contre. Alors je vais vous montrer ces photos-là, mais après je vous montrerai comment on fait le sol en réalité au tout début, quoi. Ça c'est Jean-Philippe qui est avec ses premiers arbres à planter. Et on voit moins que c'est un désert parce que ça faisait déjà 2 ans que j'avais récupéré la parcelle. Donc on commençait à avoir de l'herbe. Et on voit encore sur la gauche l'endroit où il y avait une vigne. À droite, on voit que c'est quand même mieux d'être... enfin, c'est pas pourquoi je dis à droite. C'est mieux d'être à plusieurs quand même pour faire ça, parce que là, c'est transformer une ancienne vigne en un endroit productif. Donc on prépare un endroit où on va pouvoir planter des... Là, en l'occurrence, c'était des arbosiers qui vont remplacer la haie. Je ne sais pas si vous voyez, mais on a laissé... que ça soit juste au milieu là, des saules pour faire une allée brise-vent, freine-vent, en attendant que les arbousiers poussent. Après, donc on voit que ça a été quand même un sacré travail, greliner nos graines, donc on a fait une création de graines. On s'est fait aider par des pommes de terre pour désherber, c'est-à-dire qu'on les a juste posées sur l'herbe après avoir coupé l'herbe et fait sécher. Et là, on voit vraiment comment c'est fait, hein. C'est pas trop compliqué. Là, c'est l'endroit où on voyait tout à l'heure Jean-Philippe et un ami en train de travailler la vigne. C'est pour vous montrer ce qui est devenu l'allée de saule. Donc, c'est toujours une allée de saule. On le distingue moins, mais à droite, on voit la partie un petit peu plus foncée, ce sont les arbousiers qui sont là. Là, le long de la clôture du voisin, j'ai mis des cupressus. Je dois avouer que ça, c'est mon choix. C'est-à-dire que je le voyais sortir tous les matins avec son bidon de désherbant total, donc j'avais pas forcément envie qu'il continue, donc en tout cas j'ai préféré autant pas le voir.
Donc j'ai commencé à mettre une barrière beaucoup plus hermétique. C'est pas forcément comme ça qu'on fait en permaculture, mais j'ai préféré ça. Et on a fait donc une barrière végétale de toutes sortes. Donc là en l'occurrence sont des fleurs, une petite butte aussi circulaire. Voilà. Là c'est encore tout petit et je n'ai pas ressorti des photos où c'est grand, mais c'est vraiment très grand maintenant, c'est aucun rapport. Hein. On a observé tous les végétaux qui se succédaient, une succession vraiment très naturelle, pour perforer cette masse importante de terre très densifiée, quoi. Et aussi pour donner des nutriments au sol, l'aérer. Donc on a eu des chardons, on a eu des rumex, il y a des choses un peu plus sympathiques, il y a du pissenlit, mais bon, je ne vous fais pas la liste parce qu'il y en a eu vraiment, ils sont mis à beaucoup pour aider cette terre. Et le merveilleux de l'histoire, c'est qu'on a vu que franchement la vie se mettait dedans de nouveau et qu'elle est, elle est en train de nous créer une grande abondance en fait. Hein. Nous, notre base aussi, c'était d'avoir une abondance de fruits et des légumes. Nous, on aime bien que ce soit très vivant et très parfumé. Donc voilà, c'est ce qui nous arrive maintenant. Savoir... On va avoir besoin d'un tour, c'est-à-dire de ramener l'extérieur de la matière. Dans un petit jardin comme ça. Dans un petit jardin, des fois dans un grand jardin aussi. Et vous avez compris comment on a forcément ramené. Et après, l'idée, c'est de savoir comment on va l'utiliser. Et ensuite, on renifle le sol. Donc, il va falloir, toujours en surface, ramener la matière organique, mais créer aussi une couverture végétale permanente. Ça peut être aussi minéral, des gros cailloux, ça peut faire aussi un microclimat, une espèce qui aura besoin de chaleur et aussi d'humidité, ça peut aussi créer un microclimat. Le ruissellement, les tourner le ruissellement avec une pierre, on peut emmener le ruissellement sur une plante qui en a besoin et protéger les racines de celles qui est à côté qui elles n'en ont pas besoin par exemple. Moi, si j'ai un conseil à donner aux permaculteurs aujourd'hui, c'est de trouver cette place chez les autres. Les agriculteurs aujourd'hui sont énormes, ils sont surendettés, ils ont du boulot. Et bien, trouver les petits trucs qui peuvent leur donner la banane, leur amener ce qu'on appelle la plus-value économiquement. Et les faire perdurer. Ça va. Non, on va les changer. Moi, je ne lutte pas contre mon voisin, je le change. Je l'invite à changer, je lui montre l'exemple. Ouverte générale tous les mois. Après, je pense qu'on va être amené aussi à faire des rencontres, des thématiques pointues du temps. Pour ce qui est pour revenir juste sur la permaculture en milieu urbain, il y a une référence assez intéressante. Le premier désaccord, c'est 4 conseils qu'on peut donner à un enfant sans lui parler d'Amérique du Sud ou quoi que ce soit. C'est vraiment des bons conseils qui peuvent aider à se construire. Le premier de ces conseils, c'est à l'enfant, donc que ta parole soit impeccable, ou un accord que je passe avec moi-même, que ma parole soit impeccable, que je dise autant que possible jamais de mal, sur quoi que ce soit, ni sur moi-même. Ce qui n'est pas non plus toujours super évident. Ça arrive parfois de dire du mal de soi-même. Bon, c'est passé avec moi-même et personne ne peut me demander de le tenir plus que moi-même. Je ne prends rien personnellement. C'est vrai que c'est la source de beaucoup de tracas dans nos sociétés, même déjà à l'intérieur de moi-même parfois, quand je prends les choses personnellement. Il se passe un malheur, il y a un enfant qui est bousculé, une femme enceinte qu'on laisse debout dans le tramway. Je commence à en faire une affaire personnelle et hop, ça me fait mal. Il n'y a aucune raison que j'en fasse une affaire personnelle, ce qui ne m'interdit pas d'intervenir. Mais justement, je le ferais mieux si j'en fais pas une affaire personnelle. Bref, je ne fais pas de suppositions. C'est aussi quelque chose qui arrive beaucoup dans nos sociétés, qui est source de beaucoup d'embrouilles, c'est-à-dire que je vais discuter avec quelqu'un, il va dire quelque chose et puis je vais supposer qu'il veut en venir, par exemple, à virer tous les étrangers.
Alors ça va m'énerver, je vais en faire une affaire personnelle. Et l'embrouille va commencer en fait. Parce que je vais faire une supposition. La personne, elle n'aura pas dit. Moi, j'ai dit quelque chose qui m'aura fait supposer que. Un exemple plus simple, si je dis il fait beau aujourd'hui, ça ne veut pas dire que j'ai envie d'aller à la plage. Ça veut juste dire que je dis qu'il faisait beau aujourd'hui, en tout cas d'après moi, il fait beau aujourd'hui. Et le dernier désaccord toltec, c'est le plus facile, le plus simple, le meilleur. Il dit de faire de son mieux. On propose de faire de mon mieux et que si je rate, tant pis, puisque j'ai fait de mon mieux et puis j'ai pas à m'en vouloir si ma parole n'est pas impeccable ou que je prends des choses personnellement ou voir si je fais des suppositions. Demain, peut-être j'en ferai moins. Et cet accord-là est assez important pour soi aussi, pour se permettre de faire les choses. Ça revient à la CNV, en fait, tout ça tourne autour. Quand on fait les choses qu'on aime et non pas parce qu'il faut ou qu'on doit, on les fait de son mieux. Et puis après, que ça réussisse ou que ça réussisse pas, toute critique devient constructive, puisqu'on a fait de notre mieux. Tout ce qu'on nous dit peut rajouter à notre mieux. Moi, avant la permaculture, c'est vraiment ce que je connaissais de plus abouti en termes de jusqu'où on peut aller dans l'esprit, chercher à créer et à mettre en place. Parce qu'il y a tout ce côté aussi éducation, transmission, qui est beaucoup plus que juste un art martial. Après, dans la pratique, on va dire qu'il se rapproche des arts martiaux, distinguer entre guillemets trois grands mouvements. La boxe, qui est vraiment l'expression dite externe, plus ou moins dure. Le tai chi, qui est quelque chose de plus effectué au ralenti. On a une notion énergétique, on va vraiment sentir les flux avec l'inspiration, les mouvements. Et le qigong, qui est vraiment la partie contrôle ou maîtrise du souffle, des énergies. Donc là, ça invite à tout un travail qui est beaucoup plus interne, notamment sur les organes, c'est un peu le lien avec le système. Et vraiment, c'est cette notion de s'approprier le chi, de se soigner avec. Alors ça peut paraître un peu abstrait, c'est des choses qui en Occident ne parlent pas, mais qui peuvent vite être facilement palpables. Au niveau des salles de débutants, je peux leur faire une petite présentation de et puis notamment aussi expliquer un peu les ressources qu'il y avait sur notre site internet. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait très nombreux, les 3/4 des présents étaient aussi porteurs de projets. Des bonnes graines pour la suite, je pense. Et certains projets pourront être suivis, encouragés, supportés par notre collectif. C'est vraiment positif. Salvador, toi, tu t'occupes plutôt de la partie permaculture humaine. Oui. Oui. Donc, avec notre groupe, on a discuté autour de cette notion nébuleuse qu'est la permaculture humaine. On a un petit peu défini certains contours, mais pas tout. Ce qui laisse des libertés, c'est tant mieux. Donc il est question de faire du lien pour vivre ensemble dans une communauté, parce que nous avons tous besoin de partage, et donc cette communauté nous permettra de remplir ce besoin de partage. Nous avons beaucoup échangé autour de quelques disciplines, techniques, ensemble de techniques, ensemble holistique. Ce que la permaculture humaine peut permettre de contrer ou de combler, et ce que ça apporte. Donc voilà. Ça peut permettre de réduire l'individualisme et le désert relationnel de nos sociétés. Et aussi, puisque ça arrive aussi, ça peut aider dans les conflits pour les régler, pour les gérer, pour qu'il y en ait de moins en moins. Ce que ça va apporter, du lien local, des échanges et de la reconnaissance de connaissances, par le sel notamment. On croise des gens tous les jours et on ne sait pas ce qu'ils valent, ce qu'ils ont, ce qu'ils peuvent donner, ce dont ils peuvent avoir besoin, ce qu'on peut leur donner aussi. Grâce à des systèmes comme le sel et d'autres, on peut
offrir à la communauté la possibilité de nous aider et offrir à la communauté notre aide. Tout ça passe par de l'écoute. La résolution positive de conflits, c'est-à-dire positive et pas seulement un conflit résolu, tant pis c'est bon. D'un conflit, on peut faire naître quelque chose d'encore meilleur avec des techniques dont on a parlé au niveau de la communication non violente ou écoute empathique. Dans la permaculture humaine, il est aussi question de cultiver l'art de la guérison. C'est comme ça que je l'ai noté. Et de faire de sa vie une œuvre, puisque après tout, pourquoi pas, quand on commence à se connaître, on peut faire des tas de choses. Je ne l'ai pas noté, mais ensemble, on va toujours plus loin que seul. C'est pourquoi la permaculture humaine est évidemment quelque chose de très important, de souhaitable dans notre société. Et en fait, j'ai toujours du mal à conclure, alors je vais m'arrêter là, parce que les conclusions, je les trouve jamais, j'en ai toujours une autre à suivre. Ça vous convient? Oui. Ok. Ben, merci à vous. Qui veut s'exprimer dans le groupe Installation Ferme Permacole? Oui, alors c'était un groupe essentiel parce qu'on est en train de changer le monde concrètement. C'était le groupe des personnes qui veulent s'installer, donc soit qui se sont déjà installés, soit qui envisagent de le faire, et donc l'idée c'était de partager un petit peu les projets. Donc on a commencé par faire un petit tour de table, se connaître un petit peu, et là on s'est rendu compte qu'il y avait des thèmes en commun. Il y avait à la fois ceux qui avaient des terres et qui cherchaient des personnes pour venir s'installer avec eux, faire un projet collectif. Donc sachez qu'il y avait 2 personnes par là qui cherchaient des personnes pour s'installer en collectif ensemble. Et il y avait ceux qui n'avaient pas forcément encore de terrain, qui en cherchaient. Donc on s'est posé beaucoup de questions sur, avec les réponses qui vont avec, sur qu'est-ce que c'est qu'une installation paysanne selon les principes de la permaculture, quelles sont les spécificités. Donc on a vu que c'était plutôt des installations sur des petites surfaces, avec peu d'investissement, peu de mécanisation, des circuits courts. Donc on a vu un modèle quand même spécifique pour ces installations. Il y a eu la question de l'accès aux terres. Donc aujourd'hui, et concrètement en Loire-Atlantique, comment est-ce qu'on fait pour trouver des terres, sur quel réseau il faut s'appuyer. Donc on a échangé un peu les bonnes pratiques. Et je ne vais pas donner toutes les réponses pour que vous veniez aussi à ce groupe-là le mois prochain. Je pense qu'il y aura encore des groupes sur ces thèmes-là. On s'est posé la question des financements, c'est-à-dire que si on part même sur un petit investissement et qu'on ne veut pas passer forcément par des emprunts, les banques, etc., quels sont les systèmes de financement ou comment avancer sur son projet. Il y a eu la question des études et des diplômes. Est-ce qu'il faut passer le BPREA pour s'installer? Est-ce qu'il faut être en statut agricole? Donc des questions un peu plus techniques et juridiques sur les statuts à adopter et le montage pour l'installation. Et on n'a pas eu le temps d'aborder en fait la partie humaine, mais justement ça pourra vous renvoyer vers l'autre cercle de permaculture humaine, sur les projets collectifs. Comment est-ce qu'on s'organise pour générer des bonnes ententes et du bon travail collaboratif tous ensemble. Donc ça c'était le cercle installation paysanne selon les principes de la permaculture. Si vous avez quelque chose à rajouter. Sur la partie jardin-forêt. Oui, sur la partie jardin-forêt, en fait, ça a été plus, déjà on était un petit groupe, et c'était plus des questions pratiques et directes sur les jardins, mais on a quand même balayé les notions de vie du sol. Si pas de vie dans le sol, pas d'arbres, pas de jardin, etc. Après, il y a eu beaucoup d'échanges directement entre les participants, donc c'est la référence en matière d'introduction, c'est simplement Introduction à la permaculture d'Ian Mollison, qui a été édité en français au début des années 2000. C'est une très bonne référence pour débuter, très bien illustré, etc. Donc voilà ce que je pourrais recommander à des personnes qui débutent. Après, pour fouiller un peu plus dans les origines de la perma, nous avons l'agriculture naturelle, théorie pratique pour une philosophie verte de Masanobu Fukuoka, qui est une des références sur l'approche sauvage ou naturelle de l'agriculture. Là, un autre bouquin plus récent de David Lundgren, donc l'autre cofondateur de la Perma, qui a simplement écrit Permaculture,
principes et pistes d'action pour un mode de vie soutenable, qui aborde donc, on va dire, les grands défis du monde contemporain à travers le filtre des 12 principes de la permaculture. Sur un autre registre, je trouve intéressant ce bouquin sur les plantes sauvages comestibles, pour les amateurs de cueillette sauvage. Il y a énormément de plantes qui peuvent être utilisées pour un usage alimentaire ou voire médicinal. C'est un des ouvrages qui se trouve intéressant en la matière. Là aussi, sur une question plus de connaissance du vivant, une édition récente, c'est le guide illustré de l'écologie, édition de la Martinière. C'est pas mal d'éléments sur la compréhension du vivant, des écosystèmes, sur les espèces qu'on trouve le plus communément dans nos forêts, etc. Le jardin naturel de Jean-Marie Lespinasse, beaucoup d'éléments pratiques, pour le coup, il est très sur le pratico-pratique, mais d'une personne qui a développé une approche justement de jardinage écologique maintenant depuis des années, qui donne beaucoup d'éléments effectivement pour penser son potager, mais également sa production de fleurs, d'aromatiques, etc. Là, sur la matière de permaculture humaine, on va faire ensemble l'outil participatif pour le collectif de Robina McCurdy, qui effectivement explicite tout un ensemble d'outils qui permettent de monter, de gérer des projets collectifs. Je trouvais vraiment intéressant. Permaculture en pratique pour votre jardin, votre environnement et la planète, donc de Jesse Bloom et Dave Baumlane. Là, ça combine un ouvrage assez volumineux qui combine l'aspect théorique, la perma, donc quoi ça consiste, comment on conçoit un lieu, et beaucoup d'aspects pratiques. Voilà. C'est très illustré, beaucoup de photos dans cet ouvrage-là. La permaculture pour tous de Sepp et Margit Brunner, plutôt sur l'application de la permaculture dans son environnement, donc surtout sur le côté au quotidien, dans un environnement urbain ou périurbain en particulier, comment on peut mettre ça, l'application à son échelle individuelle. Sur un ouvrage, pour revenir qui combine là aussi le théorique et le pratique, c'est Introduction et guide pratique permaculture, Introduction et guide pratique de Laurent Schlupp, que vous pouvez trouver donc aux éditions Kangaroos. C'est une personne qui a passé plusieurs années d'apprentissage de la permaculture dans les milieux anglo-saxons et c'est un Suisse francophone qui maintenant ressort cette expérience-là sous forme de cet ouvrage-là, donc dans notre langue, fort heureusement. Et c'est un ouvrage qui est très, très bien illustré, très didactique. Vous pouvez trouver aussi, alors pour le coup c'est en auto-édition, donc c'est seulement par la commande que vous pourrez le trouver. Manuel de culture sur but de Richard Wallner, qui, tiré de sa propre expérience, porte vraiment spécifiquement sur comment faire, à partir d'un terrain, cultivé ou non d'ailleurs, comment faire donc pour monter des buts de culture et quel but de culture, adapté à quelle culture, à quel environnement, etc.